On croit souvent que lorsqu'un conflit éclate, la seule voie pour faire justice consiste à aller devant un tribunal. Sous le coup de l'émotion, on s'y précipite même parfois, pensant que le juge détient toutes les réponses et qu'un avocat est notre meilleur atout. Mais juger, c'est trancher. Et trancher, c'est regarder vers le passé. C'est aussi subir une décision extérieure qui est parfois difficile à digérer, et ça pour les deux parties. Or, dans bien des situations, ce dont nous avons vraiment besoin, ce n'est pas de trancher, mais c'est réparer. De construire un futur, de retrouver un espace où l'on peut se parler, se comprendre, parfois même se retrouver. Car une décision judiciaire, elle, arrive souvent trop tard. Les procédures s'étirent, les coûts matériels et émotionnels explosent. Les frustrations s'accumulent, y compris pour celui qui finit par gagner. Et pendant ce temps, les relations se délitent, les vies se suspendent, les incertitudes se prolongent. Alors, quels sont les bons réflexes quand un conflit surgit? Comment co-construire des solutions durables tournées vers l'avenir? Comment dépasser les faits, les torts, parfois même les rancœurs, pour renouer le dialogue? Comment préserver ou réparer ce qui peut encore l'être? Pour ce 20e épisode d'Éclat d'esprit, j'ai l'immense plaisir de recevoir Avi Schneebalg, l'un des pionniers de la médiation non familiale en Europe. Avocat en droit commercial international, puis juge de paix à Bruxelles, cofondateur du groupement européen des magistrats pour la médiation, Avi a consacré sa carrière à placer l'humain au premier plan, avant le droit. Aujourd'hui encore, à la retraite, il forme, transmet et continue à diffuser la culture de la médiation. Parce qu'il vaut toujours mieux un bon accord, orienté vers demain, qu'un mauvais procès fixé sur les échecs d'hier. D'un point de vue plus personnel, dans mon propre parcours judiciaire lié à la maladie psychique de mon mari, Avi est devenu au fil des mois et des années désormais un conseiller précieux. Son regard, son expérience, sa capacité à ramener de la nuance là où tout semble se noircir, m'ont beaucoup aidé à traverser au mieux cette épreuve de vie. Ensemble aujourd'hui, nous allons explorer ce que sont la médiation et la conciliation qui ouvrent la possibilité d'un monde plus juste, plus apaisé, plus humain. En toile de fond évidemment, la santé mentale et la psychiatrie au cœur du podcast Éclat d'esprit. Bonjour Avi. Bonjour Hélène, Merci d'avoir accepté mon invitation. Je me réjouis d'avance de notre échange d'aujourd'hui. avec plaisir. Vous avez une longue carrière d'avocat, plus de 30 ans d'exercice, complétée par une expérience de formateur en médiation et par une fonction de juge de paix pendant plus de 10 ans. C'est bien ça? J'étais avocat au barreau de Bruxelles et juge de paix à Bruxelles. Merci pour la précision. Je vous en prie. Dans votre parcours, une constante apparaît très clairement. Vous avez toujours préféré régler une affaire plutôt que de la gagner. Convaincu, au même titre que moi d'ailleurs, qu'un accord construit entre les parties vaut bien mieux qu'une victoire judiciaire. La médiation, c'est donc le fil rouge de votre engagement professionnel et de notre échange d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a convaincu du pouvoir de la médiation? Dès le début de ma carrière d'avocat, et alors que personne en Europe connaissait le mot médiation, sauf en médiation familiale, j'avais plus de plaisir à régler une affaire qu'à la gagner. Notion de plaisir, l'un de mes apports à la théorie, il faut avoir du plaisir à le faire, sinon on fait autre chose. Donc au début de ma carrière, début des années 80, on ne me voit pas à l'image, mais j'ai l'air plus jeune. Quand j'avais une nouvelle affaire, un nouveau client, je téléphonais à l'autre partie s'il n'y avait pas d'avocat ou à l'avocat s'il y en avait un, pour l'inviter à passer à mon cabinet, boire un thé ou un café et discuter de l'affaire qui opposait nos clients respectifs. L'autre partie sans avocat le plus souvent venait, et le plus souvent nous trouvions un terrain d'accord. Et quand c'était un avocat, j'avais 5 secondes au bout de la ligne, puis il m'invitait à relire mon code. Bon, enfin, envoyez-moi le dossier, on va conclure, on va jouer selon les règles du jeu classique. Mais de temps en temps, l'avocat plus courageux venait et nous trouvions, avec ou sans les clients, un accord satisfaisant pour les deux parties. Et les quelques fois où j'allais au tribunal, je commençais, c'était original,
à m'excuser auprès du président. Mon confrère et moi avons mal travaillé. Nous ne sommes pas parvenus à trouver un accord. Nous devons vous soumettre l'affaire. Et puis, début des années 90, à la lecture d'une revue juridique américaine, je tombe sur les développements du mouvement ADR, Alternative Dispute Resolution aux États-Unis. Coup de foudre, je ne suis pas le seul à faire ce qu'il fait et à croire ce qu'il croit. J'ai cassé ma tirelire pour acheter tous les bouquins américains sur le sujet. Je suis allé me former plusieurs fois aux États-Unis et je suis rentré, constituer la commission médiation barreau de Bruxelles. Je vous la fais courte. Puis organiser la première formation en médiation non familiale en Belgique avec un formateur canadien, créer le Brussels Business Mediation Center, Bruxelles ville bilingue, on parle anglais, centre de médiation visant à former des médiateurs, à faire la propagande pour le concept de médiation et à organiser des médiations. Et depuis lors, je l'ai formé probablement plus d'un millier de personnes à la médiation. Je l'ai enseigné à l'école du barreau de Bruxelles, à l'école des magistrats plus tard, à la fac d'Anvers, de Gand, de Bologne, et encore, il y a quelques jours, j'étais dans plusieurs villes d'Europe pour semer la bonne parole de la médiation. Et depuis que je suis devenu juge en 2011, de la conciliation judiciaire. Alors, quelle est la différence? Je vois que la question vous brûle les lèvres. Je vous précède. La conciliation, c'est ce que fait, en gros, on accepte les définitions-là. La conciliation, c'est ce que fait le juge chargé de l'affaire. La médiation, c'est un médiateur externe, souvent un avocat, un notaire, un expert comptable ou un psychologue, à qui le juge renvoie l'affaire pour tenter la règle à l'amiable, ou chez lequel, de plus en plus souvent, les parties se rendent immédiatement et spontanément avant même de saisir le juge pour tenter de régler l'affaire. Un petit peu, si vous voulez, comme le kiné, on peut aller chez le kiné directement, ou on peut aller chez le kiné envoyé par son médecin. Donc vous êtes pionnier, mais très très actif de ce sujet de la médiation en matière non familiale. En matière non familiale, c'est une drogue dure. Une fois qu'on y a goûté, une fois qu'on y a goûté, pardon, c'est très difficile de s'en départir. Oui, la médiation familiale est connue en Europe depuis les années 60 pratiquement. Quand un couple pense à se séparer ou à décider de se séparer, et quand il communique mal, on fait appel à un médiateur familial pour tenter de rétablir la communication. On explique au couple, vous ne serez plus mari et femme, vous serez encore toujours papa et maman de vos enfants. Il est important que vous puissiez communiquer dans ce cadre-là, et le médiateur familial est là pour les aider. Je me souviens, dans les années 70, au barreau de Bruxelles, une brave dame psychologue formait à la médiation familiale en expliquant aux avocats que les avocats, ce sont des emmerdeurs, ce qui n'est pas souvent pas faux, qu'il faut les tenir à l'écart de la médiation. Et donc, vous imaginez à quel point le concept a eu du succès auprès des avocats. Et donc, j'ai eu un petit peu de travail à rétablir l'importance de la médiation auprès des avocats. Et j'ai même pondu avec mon mentor américain le premier ouvrage non en anglais sur le rôle de l'avocat en médiation. Waouh! Donc les bonnes pratiques face à une difficulté, un litige, un conflit, quelle est la bonne manière d'agir pour n'importe quel citoyen qui est confronté à ce type de difficulté avant d'arriver au tribunal? Voilà. Que devrait-on faire? Eh bien, très important d'insister sur le fait que la médiation est une fille directe de la négociation et une lointaine cousine de l'arbitrage ou du recours aux tribunaux. Mais on commence d'abord par négocier directement entre les parties. Si on n'y arrive pas, éventuellement via les avocats. Et dans le temps, quand la négociation échouait entre les avocats, on passait à la case tribunal. La nouveauté depuis une trentaine d'années, entre l'échec de la négociation et la case tribunal, on passe par la case médiation. L'une de mes métaphores, c'est quand vous avez un mal de tête, vous commencez par prendre
2 aspirines ou 2 paracétamol, c'est plus à la mode. 9 fois sur 10, cela règle l'affaire. Si le mal de tête persiste le lendemain, vous allez voir le médecin du coin de la rue qui va probablement vous prescrire un placebo qui va régler l'affaire dans de nouveau 9 cas sur 10. Si 3 jours plus tard, le mal de tête devient lancinant et insupportable, on vous fait un scanner et à Dieu ne plaise, on vous découvre une tumeur. Et là, on vous dirige vers la salle d'opération. Ça, c'est le tribunal. Le tribunal qui est le dernier recours quand tout a été tenté, quand tout a échoué, qu'il n'y a, il n'y a plus rien d'autre à faire, comme l'amputation ou l'opération. Et autre métaphore, on m'appelle, vous allez comprendre pourquoi le roi de la métaphore. Le médecin vous dit, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. Oui. La mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, on devra vous amputer la jambe. Oh là là. Oui, mais il y a une bonne nouvelle, à laquelle, eh bien, on vient d'inventer une petite pilule, pas bleue mais blanche, qui est bon marché, qui n'a pas d'effet secondaire et qui, 8 fois sur 10, permet d'éviter l'amputation. Et dans les 2 cas sur 10 où cela ne fonctionne pas, on pourra toujours amputer plus tard. Alors, vous la prenez, ma petite pilule? Ben, quelqu'un de pas complètement dingue dira oui et tentera la chose. Voilà. Donc la médiation, on peut y arriver à n'importe quel stade d'une affaire, avant qu'elle n'arrive au tribunal. Oui, bah, dès que la négociation bloque ou a échoué, ou même après l'arrêt de la cour d'appel, après 15 ans de procédure, pour tenter encore de régler les derniers détails de ce qui doit être réglé. C'est une bonne nouvelle. Évidemment, le plus tôt sera le mieux, le plus tôt vous dire dès que la négociation a échoué et dès que les parties sont au courant des détails du litige. Pas trop tôt non plus. Quel est le bon moment au moment d'un rendez-vous romantique pour embrasser l'autre? Parfois après 30 secondes, parfois après 30 mois. Ça dépend. Ça dépend. Donc, vous étiez conscient de tous les bénéfices de la médiation dans les années 80. Il a fallu attendre 2005, si je ne me trompe pas, pour avoir une loi qui fait rentrer la médiation dans le code judiciaire et qui permet à un juge de le proposer ou de l'ordonner aux parties. Alors là, on parle de la Belgique. En France, il y avait des lois dès 95 qui est restée lettre morte pendant plusieurs années, jusqu'au moment où Béatrice Brenner, qui présidait la Chambre du travail de la Cour d'appel de Grenoble, s'est mis à envoyer des affaires en médiation. Il a dû faire face aux critiques et aux attaques de collègues magistrats et d'avocats. Elle a persisté et le mouvement s'est répandu. Alors en Belgique, des médiations existaient déjà, mais 2005 était important que la première loi parlant de médiation non familiale est entrée dans le code, et cela a eu une importance avant tout pédagogique. Avant 2005, les collègues pouvaient me dire que les parties peuvent négocier et médier tant qu'elles veulent, mais quand elles arrivent devant moi, je n'ai qu'un rôle, je suis comme un chirurgien, je suis stérile, j'ai le bistouri en main, je suis là pour trancher. C'est pas mon boulot, c'est pas mon rôle. Et toutes ces histoires de médiation, c'est de la magie noire, c'est de la médecine parallèle, c'est pas pour moi. C'est pas dans le code, ça n'existe pas. En 2005, c'est arrivé dans le code, et donc les magistrats n'ont plus pu l'ignorer. On me disait, je n'y crois pas. Ben, la médiation n'est pas une religion dans laquelle il faut croire ou ne pas croire, c'est une philosophie et une technique qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas. Et donc cette première loi a permis, ce qui était déjà permis à l'air, enfin permis expressément, disons, aux juges, moyennant l'accord de toutes les parties, d'envoyer l'affaire en médiation et de garantir la confidentialité de tout ce qui se dit ou s'écrit dans le cadre de la médiation. Et ensuite est venue une loi de 2018, prenant un petit peu le contre-pied. La première loi disait il faut l'accord de toutes les parties. La nouvelle loi dit il suffit que l'une des parties soit d'accord ou que toutes les parties s'opposent sauf une pour que le juge puisse envoyer l'affaire en médiation. Et cette même loi de 2018 également reprend, j'avais beaucoup travaillé pour cela, le texte de l'article 21 du Code de procédure civile français
C'est un article qui est tellement, c'est beau comme Victor Hugo. Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. Et donc les juges ne pouvaient plus dire du tout que c'était pas dans sa mission. Maintenant, c'est gravé dans le marbre de la loi. Et en 2014, les tribunaux de la famille en Belgique se sont vus adjoindre une chambre de règlement amiable qui fait spécialisé en conciliation. Et depuis quelques mois, tous les tribunaux du royaume, en matière civile, commerciale, sociale, se voient dotés d'une chambre de règlement amiable où des juges spécialement formés à cet effet tentent d'aider les parties à régler à l'amiable le litige qui les oppose. Il y a un accord amiable parfait, il n'y en a pas, l'affaire revient devant le juge classique qui ne saura rien de ce qui s'est passé devant la Chambre de règlement amiable. Donc, en Belgique, un juge ne peut pas être médiateur, mais depuis la loi de 2018, il est conciliateur. Tout à fait. C'est simplement un échange de mots. Les médiateurs professionnels ne veulent pas que le juge le soit. Dans d'autres pays, les juges sont naturellement médiateurs, pas en Belgique. Mais, comme je disais, la Belgique est un pays où il y a une grande tradition jésuite. Je ne suis pas médiateur, mais je suis conciliateur en utilisant certaines techniques de la médiation. Ça passe. Ok, c'est parfait. Et ça concerne tous les juges? Il entre dans la mission de tous les juges de concilier, mais certains juges sont spécialisés là-dedans, les juges qui président la chambre de règlement amiable, mais tous les autres juges peuvent bien évidemment tenter la conciliation. Ils iraient même plus loin, vu le texte de cette loi, ils ne remplissent pas leur mission en ne tentant pas d'abord sérieusement, pas formellement, la conciliation. Ce n'est malheureusement pas l'expérience que j'ai eue dans mon histoire personnelle. Donc, je suis ravie d'entendre que c'est ça et c'est vers ça que j'aimerais tendre. Par rapport à une situation de maladie psychique, est-ce que cette médiation et cette conciliation peut être utilisée aussi ou est-ce qu'il y a des freins qui empêchent de... Ben, c'est un petit peu problématique. Pour qu'il y ait un accord, il faut que les deux parties soient évidemment en pleine possession de leurs moyens et ou que l'une des parties ait, à l'époque où elle était encore en pleine possession de ses moyens, mandaté un avocat ou quelqu'un d'autre pour négocier en son nom. Mais si l'une des parties ne l'est pas, c'est évidemment plus problématique. Moi, à l'époque, je n'avais aucune connaissance de tout ça, enfin, le monde judiciaire, le monde psychiatrique, je ne connaissais absolument rien. Et une de mes premières démarches a été effectivement de contacter un médiateur agréé. Donc, j'ai été en contact avec un duo de médiateurs qui s'était proposé effectivement d'intervenir dans notre affaire. Ça n'a jamais pu se mettre en place. Donc, moi, je l'avais proposé au juge qui intervenait à l'époque sur le dossier. Les médiateurs ont pris contact avec du coup les services pénitentiaires qui étaient en contact avec mon mari. Et au final, il y a voilà, moi j'ai signé une convention qui est restée lettre morte, Il faut être deux pour danser le tango. malheureusement. Par contre, la loi de 2018, on est d'accord que le juge peut imposer cette médiation même si une des deux parties n'est pas d'accord. Tout à fait. Alors, on peut mener le cheval à la rivière, on ne peut pas le forcer à boire. Il peut être prêt dans la pièce et il peut ne pas dire un mot, ou il peut saboter. Ça, il faut que, pour que ça réussisse, il faut que les deux parties aient un minimum de volonté de parvenir à un accord. Sinon, c'est évidemment peine perdue. Du coup, je me pose plein de questions sur la formation. Vous avez été formateur, vous l'êtes toujours, d'ailleurs, vous intervenez toujours. Oui. Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que chaque avocat a dans sa formation de base une initiation ou une formation à la médiation? Est-ce que c'est quelque chose qui... Alors, de nos jours, il n'y a plus un avocat en Belgique qui ignore le mot et qui ne connaisse pas le b.a.-ba de la médiation. Il y a des cours options ou obligatoires selon les barreaux d'initiation à la négociation et à la médiation. Mais pour être médiateur agréé au sens de la loi, il y a une formation obligatoire, ça change tous les ans, 90 heures, 120 heures de formation et obligation de médiation continuée. Mais je me fais mal voir de mes collègues quand je leur dis que le médiateur est avant tout un artiste et 90% il l'a ou il l'a pas en lui
et 10% sont des techniques qu'il peut apprendre pour améliorer ce qu'il avait déjà. Mozart n'est pas devenu Mozart au conservatoire. Mozart était déjà Mozart. Ouais. Moi, du coup, dans mon parcours personnel, j'ai été toujours face à des avocats gladiateurs. C'est comme ça qu'on dit. Oui, 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 Qui nous ils opposent. sont payés pour se battre. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je suis l'adversaire de quelqu'un d'autre. Je suis contre, enfin, tous ces mots qui m'horripilent, au fait, et enfin, c'était le plus difficile à vivre, au fait. C'est cette situation où on m'oppose à quelque chose auquel je suis pas du tout opposée de base. Oui, oui. Il y a le Et combat judiciaire, la stratégie, les adversaires, etc., etc. Mais il y a des nouvelles générations d'avocats qui, j'espère, abandonnent cette mentalité. Quand j'étais avocat, souvent je faisais asseoir les deux parties du même côté de la table. De l'autre côté de la table, il y a le problème, on est à deux pour l'attaquer. magnifique. Oui, oui, c'est comme ça que ça devrait. Ça devrait- Ouais. Est-ce que vous avez des chiffres aujourd'hui? Est-ce que vous savez en Belgique combien de dossiers passent par la consultation et du coup ne vont jamais au tribunal? Combien passent par la conciliation, ils vont quand même au tribunal? Enfin, c'est quoi? Mais par définition, ceux qui n'y vont pas, les tribunaux n'en font pas des statistiques, c'était. Et l'outil statistique de la justice belge est très pauvre. Dans les chiffres européens, souvent la colonne Belgique est blanche, n'est pas fournie. Mais encore avant hier, je voyais un avocat qui sortait d'une chambre règlement amiable, j'ai l'habitude, et comme d'habitude, il y a eu un accord. Et on peut espérer que dans quelques années, la plupart des chambres seront des chambres règlement amiables et qu'il y aura des chambres plus rares dans lesquelles le tribunal tranche classiquement le litige. Je ne sais pas, je crois que parmi 100% de médecins en Belgique, il y a, je ne sais pas, 2, 3, 4% de chirurgiens et 96% qui ne le sont pas. Ça devrait être comme ça aussi pour la Ça justice. devrait être comme ça. Oui, oui. C'est ce qu'on Et espère. peut-être que ça sera même de plus en plus, alors qu'il y a 30 ans et 25 ans et 20 ans, on nous traitait, mes collègues et moi, comme de doudingues. Maintenant, c'est, d'après la loi, la conciliation, la médiation ont le même statut que la justice classique. Et donc, on peut espérer que ça continuera à se développer. J'ai fait récemment la critique d'un bouquin américain qui explique que aux États-Unis, dans moins d'1% des affaires civiles introduites aboutissent à un procès classique et à un jugement classique. Moins d'1%. Un avocat anglais déclare dans une interview, il travaille dans un cabinet de 100 avocats maximum une fois par an, il y a une affaire qui va au tribunal et qui suit le parcours classique jusqu'au jugement. Le nouveau rôle du juge dans la plupart des pays, et ça va arriver lentement chez nous, et il y a encore des résistances, c'est de gérer le conflit au moindre coût en temps et en argent. Le rôle classique du juge impassible et dépassionné qui écoute les parties, qui après longtemps rend un long jugement superbement motivé, ce rôle va tendre à disparaître. Et heureusement, notamment, vu les délais énormes parfois, et vu le succès de plus en plus évident des techniques de conciliation et de médiation. J'y crois, j'y crois. Je pense à moi, notamment aujourd'hui, qui attend une décision de justice. Donc aujourd'hui sera rendu un verdict. Je n'ai encore aucune nouvelle, hein. Je ne sais pas quand je serai informée. Mais c'est du coup un dossier qui a été introduit en janvier 2023. Donc ça fait 34 mois que j'attends une décision enfin, qui aujourd'hui, au final, qu'elle soit positive ou négative, c'est un échec. De Si toute façon. quelqu'un fera appel, il y aura un arrêt 4 ans plus tard. Et si c'était une affaire fiscale, les affaires fiscales sont aujourd'hui fixées, tenez-vous bien, en 2038. De- Oui, il faut bien se tenir. J'étais assise, Oui. heureusement. Oui. Donc, vous avez pu faire avancer enfin, la médiation depuis votre début jusque maintenant. Moi, il y a un sujet qui me tient à cœur et que je voudrais voir aussi intégré dans la formation des avocats, des magistrats, etc. C'est la santé mentale. Mhm. Est-ce que vous avez des conseils? Alors, Est-ce qu'il y a des au choses cours qui... des études classiques, le mot n'est pas prononcé, je crois. On y connaît. Et comme juge de paix, l'une de mes tâches, c'est une tâche que j'aimais bien, que la plupart des collègues détestent, c'est aller tous les 8 jours dans la section fermée psychiatrique de l'hôpital pour décider en quelques minutes si une personne
devait rester enfermé ou pouvait sortir sur base des deux critères classiques légaux. Y a-t-il présence d'une maladie mentale, ce que dit le psychiatre, et y a-t-il un grave danger pour la personne elle-même ou pour autrui? Et ça, la faculté de droit ne l'enseigne pas, ça il faut le sentir. Alors, certains juges ouvrent le parapluie, font exactement tout ce que le psychiatre leur dit, et donc je ne vois pas l'utilité du juge. Là, non, le juge est là pour justement garantir la liberté comme la règle et l'enfermement comme l'exception. Et alors, je sais que on a beaucoup échangé sur la situation tragique en milieu carcéral des malades mentaux. Il y a des articles réguliers, des émissions de télévision, des interpellations au Parlement, et pas grand-chose ne change sur le terrain. Mais ce n'est pas du tout ma spécialité. Mais je le lis, je le vois. La ministre est au courant et tout le monde se lamente, mais il ne se passe pas grand-chose. Ouais, c'est tout à fait ça. Mais du coup, est-ce que mon envie, du coup, que tout le monde soit formé à un minimum à la santé mentale et aux troubles psychiques, est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste selon vous? Ben, Et, il n'est pas du tout irréaliste de demander que dans les facs de droit, il y ait quelques heures consacrées à ce sujet et que dans les formations des barreaux, les stagiaires ont des dizaines d'heures de formation dans des tas de disciplines, que ce soit là l'une d'entre elles. et il y a un deuxième point qui me semble aussi primordial. C'est à partir du moment où il y a une décision de soit sous contrainte ou d'aternement, ce qui est mon cas, c'est qu'on étudie plus globalement la situation de la personne qui peut y avoir, qui peut, dans notre cas, bah, il y a une famille, il y a une maison, il y a une société, bah, il y a plein de choses. Tout ça a été laissé à l'abandon. Donc, Oui, oui. il y a une décision dans un tribunal, bah, il faudrait que les autres puissent se saisir Tout de ça, on cette examine situation. un petit bout du problème et pas le reste. Et quand on ne sait pas quoi faire, on envoie les gens en asile psychiatrique. Et quand il n'y a pas de place, on les met en prison et on laisse pourrir la situation. C'est Voilà. tragique, c'est dramatique, mais c'était malheureusement ainsi. Comment est-ce que vous voudriez voir évoluer la situation dans les années à venir? Donc, on en a déjà un peu parlé, l'idée de 10% de magistrats toujours en train de régler les affaires judiciaires et puis le reste qui est réglé plus à l'amiable. Est-ce que vous voyez d'autres choses que... Eh bien, je vais me faire mal voir, mais là, quelle est la mentalité des magistrats? Tout va mal, mais surtout, il faut rien changer. Toute réforme, avant même de l'avoir étudiée, est a priori attaquée. Ça va mal, mais ne changeront rien. Les magistrats, encore plus que les avocats, c'est une espèce très conservatrice et qui préfère se plaindre et se lamenter que de voir les choses changer. Hélas, hélas, hélas. Et donc, que faire? Et les choses vont évoluent lentement. Alors, la justice pénale et la justice malade mentale, c'est pas du tout ma spécialité. En matière de justice civile et commerciale, je crois que l'évolution en Belgique et dans d'autres pays, en Europe un petit peu plus lentement que dans les pays anglo-saxons, verront la prééminence de toutes les méthodes de règlement amiable au détriment de la justice classique ou un jugement ou un arrêt rendu des années plus tard. Est-ce que vous voyez autre chose à dire sur la médiation dont on n'aurait pas parlé mais qui serait important à dire? Eh bien, il est important que le bon, on m'a souvent demandé qui fera le bon médiateur ou le bon avocat en médiation, et j'ai une réponse spontanée qui a eu du succès, alors je vous l'offre, c'est celui qui aime plus les gens que le droit. Il y a des juristes qui aiment le droit pour le droit, or le médiateur rend compte que les droits est fait pour les gens et pas le contraire, et que le but du droit de savoir qui a raison, qui a tort, qui est le bon, qui est le méchant, qui est le coupable et qui est l'innocent, le but de la médiation est, et quand on a compris ça, on a tout compris, de régler le problème en mettant le vieux concept de faute temporairement, définitivement de côté. Il y a un problème, réglons-le, et s'il faut, on verra après qui est le coupable, qui est le fautif et qui doit payer. Merci pour ce joli cadeau. Et merci aussi d'avoir rendu le monde meilleur avec cette médiation. Ça n'a pas de prix, au fait, de pouvoir régler les choses en dehors des tribunaux. Avant de conclure cet épisode, je vous propose, comme à chacun de mes invités, de répondre à 6 questions rapides. Vous êtes partant? Bien sûr. Quel moment clé a changé votre regard par rapport à la santé mentale? Donc, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas spécialisé du tout, mais
ma pratique de juge de paix pendant des années était d'aller en asile psychiatrique et de voir 3, 4, 5, 6 cas en 2, 3 heures le matin. Dans certains cas, c'était le psychiatre qui avait examiné le patient qui faisait rapport. Dans d'autres, c'était un interne ou un étudiant qui recevait dans le couloir les notes du médecin qui l'avait examiné, qui lisait en annonnant les notes. Et le patient lui disait, enfin, docteur, comment pouvez-vous dire tout ça? On ne s'est jamais vu. Et là, il y avait 5 secondes de silence gêné. Il y a des cas où quand la police ne sait pas très bien quoi faire de quelqu'un qu'elle arrête, qu'il n'y a pas d'infraction évidente et que cette personne ne semble pas tout à fait normale, comme on dit, eh bien on le met en dépôt à l'asile psychiatrique et qui se débrouille. Si vous pouviez déconstruire une idée fausse une bonne fois pour toutes, ce serait laquelle? Eh bien, quand j'étais avocat, je disais à mes clients, si vous recherchez la justice, je n'ai pas ça en rayon. Moi, la justice, si vous y croyez, dans le monde futur, j'espère qu'elle s'y trouve. Moi, je vends la paix et la solution de conflit. Et si la solution est en plus juste, tant mieux. Et j'ajoute, si vous permettez, que je me souviens en voiture avec mon fils qui avait 3 ans à l'époque, je ne sais plus pourquoi, papa, mais c'est pas juste. Mais Marco, qui t'a jamais dit que le monde était juste? À 3 ans, je lui ai appris que le monde ne l'était pas. Et que les méchants sont riches et en bonne santé, et souvent les gentils sont pauvres et malades. Ouais, bah, moi je l'ai découvert un peu plus tard que 3 ans, malheureusement. Ah ben, il n'est jamais trop tard pour mal faire. Je suis trop tard. Est-ce que vous voyez des innovations, mais peu importe le domaine, qui pourraient révolutionner notre manière d'aborder la santé mentale et donc sa prise en charge? Eh bien, de moins en moins, aller consulter un psychiatre, psychologue, est mal vu encore quelques années. Je ne suis pas fou, je ne vais pas voir un psy. Maintenant, on va voir un psychologue, psychiatre, thérapeute, comme on va voir un médecin quand on se casse une jambe ou quand on a de l'appendicite. Ce n'est plus Dieu merci, et la tendance va s'accroître. Cela va être tout à fait normal. Dans les pays anglo-saxons, il n'est pratiquement pas normal de ne pas aller voir un psy. Il y a un petit peu l'excès inverse. Y a-t-il un livre, un film, une œuvre ou une rencontre qui vous a profondément marqué sur le sujet de la santé mentale ou des troubles mentaux? J'ai eu, avant mon mariage, pas mal de petites amies psy quelque chose, et l'une d'entre elles m'a fait lire La psychopathologie de la vie quotidienne et les 5 psychanalyses de Freud, qui m'ont énormément intéressé. Et donc, comme juge, quand le psychiatre voulait m'impressionner, je lui faisais comprendre que j'avais lu et que je comprenais les concepts qu'il utilisait. Magnifique. À partir d'aujourd'hui, que vous engagez-vous à continuer à faire, à initier, à arrêter ou à faire différemment en lien avec la santé mentale, de manière personnelle ou professionnelle? Ben, en lien avec la santé mentale, je continuerai à vous aider, à aider tous ceux qui veulent que les choses s'améliorent. On a commencé il y a combien? 2 ans, 3 ans qu'on se Tout est- connaît? Ça fait un moment qu'on échange. Un moment qu'on échange. Et dans la très modeste limite de mes capacités, je veux bien vous conseiller, vous écouter, vous recommander des gens plus compétents que moi en ce domaine, ce que j'ai fait. Et je crois et j'espère continuer à le faire. J'espère que bientôt, ça ne sera plus nécessaire. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup pour tous les échanges précédents, enfin pour tout ça. C'est vraiment précieux en fait, d'avoir quelqu'un avec qui pouvoir échanger. Donc, on se retrouvera dans très longtemps au paradis. Ah, c'est parfait. Dans très longtemps. Dans un an, comment rêvez-vous qu'on agisse collectivement en faveur de notre santé mentale? Eh bien, qu'on fasse pression, ce n'est pas qu'un problème typiquement belge. Je crois que dans d'autres pays, c'est pas beaucoup mieux. C'est un peu mieux parfois, mais pas beaucoup mieux. Pour que chacun individuellement fasse pression sur son député, sur les décideurs, pour que les choses s'améliorent de ce côté-là. Et que le budget des prisons est très, très rikiki. Le budget de la psychiatrie en prison est absolument symbolique. Il faut que les choses changent et qu'on ne mette plus les malades mentaux en prison comme les détenus, disons, ordinaires, mais que les malades mentaux soient respectés et traités, et surtout traités, et pas tout simplement enfermés et mis à l'écart, comme les pestiférés du Moyen Âge. Merci infiniment pour le temps que vous m'avez accordé et pour tout ce que vous nous avez partagé. Je vous en prie, chère Hélène. À bientôt et bonne chance.
Au revoir. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et abonnez-vous. Si vous souhaitez proposer des sujets, soulever des questions, partager vos réflexions, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif. Dans 15 jours, j'aurai le plaisir de recevoir le docteur Thomas Orban. Alcoologue, généraliste et aussi auteur, nous parlerons de nos consommations d'alcool à la veille des fêtes de fin d'année, de ses effets et de ses représentations dans notre société, et nous explorerons ensuite les liens possibles entre un trouble d'usage d'alcool et un trouble psychique. Un épisode d'intérêt général, qui, je l'espère, nous donnera à tous matière à réfléchir. On se retrouve très vite pour éclairer ces zones grises entre usage, dépendance et santé mentale. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. À bientôt! Vous venez d'écouter Éclat d'esprit, le podcast qui met en lumière avec authenticité et ouverture d'esprit les mystères de notre santé mentale. Ici, nous explorons les failles de notre esprit pour mieux comprendre ses forces. Nous brisons les tabous, on déconstruit nos idées reçues et nos préjugés, on parle espoir et rétablissement. Entre éclat de voix et éclat de rire, nous partageons nos expériences, nous ouvrons un dialogue inédit avec des personnes concernées par un trouble, des experts à la pointe des évolutions actuelles et les acteurs pluridisciplinaires de terrain. Notre objectif ? Faire éclater nos vérités, contribuer à mieux comprendre les réalités complexes des maladies et de leur prise en charge pour ouvrir la voie vers d'autres possibles. En fil rouge, mon parcours personnel face à la maladie de mon mari, qui m'a confirmé que, tout comme les éclats de lumière se révèlent dans l'ombre, les moments les plus sombres de nos vies peuvent aussi faire naître des éclats de vie. De l'éclat d'esprit à l'éclat de génie, il n'y a qu'un pas. Franchissons-le pour construire ensemble un monde où la santé mentale est accessible à tous.